Alors, place maintenant au président, celui qui vous a accompagné en 2020 et puis celui qui le fera en 2021. Cette année, la distance imposée par le Covid nous a donné envie de nous rapprocher en quelque sorte au travers des images. Et c'est donc à l'hôpital des enfants que Georges Casimir nous a accueillis pour parler de cette vie dédiée à la pédiatrie, à la médecine et donc aux enfants. On voit qu'il y a des petites rougeurs et même des endroits où c'est un peu blanc, là où ça se soulève un tout petit peu. Et alors l'infirmière, elle va pouvoir dire, ben voilà, Lorraine, elle est sensible, elle est allergique par exemple au lait, par exemple aux œufs. Je crois que ce qui en tout cas m'a toujours marqué, c'était de prendre du temps pour voir les patients, mais aussi de prendre du temps pour faire de la médecine. Et je pense que c'est un élément très important aujourd'hui, la gestion du temps, et en particulier aussi lors du diagnostic différentiel. Tout ce temps que l'on consacre avec un arrêt sur image au moment où on voit le patient est un gain pour lui et certainement pour nous aussi dans l'efficacité diagnostique et thérapeutique. Et je pense avoir passé dans ma vie énormément de temps avec les étudiants dans cette démarche diagnostique qui est vraiment pour moi un élément crucial et passionnant de l'aventure médicale. Il y aura une thématique, donc par exemple les prélèvements, ce sera le monde tropical avec le moustique. Ce qui m'a passionné certainement, c'est la médecine interne, aussi bien chez l'adulte que chez l'enfant. Mais ce qu'il y avait peut-être de plus chez l'enfant, c'était la dimension particulièrement empathique pour les enfants, particulièrement humaniste. Et le fait qu'on était devant des êtres qui, lorsqu'on les guérissait ou lorsqu'on apportait un mieux à leur santé, avaient un espoir évidemment très long d'être en bonne santé et d'être bien. Et donc de prendre les maladies aussi à leur point de départ et de tenter de les réduire, de les traiter efficacement, ça m'a toujours extrêmement passionné. C'est aussi un des grands buts et une des espérances que j'ai, c'est de pouvoir créer un institut de recherche pédiatrique. La pédiatrie, c'est les maladies rares, c'est les maladies génétiques, et il y a là une possibilité remarquable de travail et d'évolution dans tous les domaines de la pédiatrie. Il y a aussi l'inflammation, qui est un des challenges du XXIe siècle et pour lesquels il y a des altérations des organes des enfants qui péjorent leur pronostic. Il y a toute la pharmacologie pédiatrique, qui est un domaine absolument fascinant et d'une importance capitale. Ce ne sont que 3 exemples, mais cruciaux, du futur d'un tel institut. Jacques Romaine, je vous laisse le soin d'accueillir le professeur Georges Casimir. Merci. C'est un immense plaisir pour moi d'introduire le nouveau président, mon collègue et ami Georges Casimir. Après de brillantes études de médecine et une spécialisation en pédiatrie à l'Université libre de Bruxelles, Georges Casimir devient agrégé de l'enseignement supérieur, puis enseignant titularisé en faculté de médecine et également en sciences de la motricité, et enfin professeur ordinaire et directeur du laboratoire de pédiatrie, toujours à l'ULB. Parallèlement, il a été jusqu'il y a peu chef du service de pneumologie, allergie et mucoviscidose et directeur médical général à l'hôpital universitaire des enfants Reine Fabiola, où il est d'ailleurs à présent directeur de la recherche. Il a aussi été vice-doyen à l'enseignement et président des masters de spécialité à la faculté de médecine de l'ULB. Il est également professeur invité permanent à la Tokyo Women's University.
Et Georges Casimir a à son actif plus de 100 publications dans des revues internationales à communauté de lecture. Ses recherches portent essentiellement sur l'allergie, la mucoviscidose et les différences sexuelles dans l'inflammation. Il est lauréat du prix quinquennal des sciences médicales du gouvernement belge pour la période 2006-2011 sur proposition des 2 académies de médecine. Mon cher Georges, nous sommes impatients de t'écouter. Merci beaucoup, Jacques. J'espère que l'on voit bien mes diapositives. Merci beaucoup pour cette introduction très amicale. C'est un vrai plaisir pour moi pendant cette année de jouer le rôle de président de l'Académie de médecine et un grand honneur, bien entendu. Et je voudrais vous parler en quelques minutes maintenant du travail que je mène depuis quelques années sur la différence sexuelle dans l'inflammation. Comme vous le savez, la crise du Covid-19 a véritablement mis en évidence l'importance capitale de ce dossier, puisque les hommes sont en fait dans une situation beaucoup plus préoccupante que les femmes dans cette infection. Ils sont tous les deux en fait infectés à un rythme similaire, mais la gravité, la morbimortalité touche principalement les hommes. Et si on voit notamment une publication du JAMA sur la crise en Lombardie, qui a été véritablement médiatisée d'une façon extraordinairement douloureuse, comme vous le savez, eh bien, on voit que, en fait, 82% des patients qui sont hospitalisés, qui ont des signes cliniques graves et qui, pour certains, meurent, sont en fait des hommes. Alors, un autre travail qui, lui, vient d'une équipe belge, notamment avec Serge Rosenberg de l'hôpital Saint-Pierre, montre que, globalement, donc, 60% des hommes sont effectivement, 60% des malades sont des hommes et en particulier font des complications et en meurent. Et ceci n'était pas évident, notamment dans ce travail du JAMA où la différence de mortalité n'était pas indiquée. Ce qui était indiqué, c'était la fréquence en quelque sorte du rôle en quelque sorte de l'homme dans cette maladie. Alors, en fait, pourquoi est-ce que les femmes s'en sortent mieux dans cette maladie? Est-ce que c'est typique du Covid-19? Non, puisque, en fait, on voit que cette différence entre les sexes dans les inflammations est quelque chose qui est extraordinairement connu, répandu, et si on fait, en fait, une mise au point, on se rend compte que les femmes sont beaucoup plus protégées vis-à-vis des inflammations graves, qui sont très souvent des infections d'ailleurs, et s'en sortent infiniment mieux que les hommes, et pas seulement dans le Covid-19. Alors cette inflammation différente, puisqu'au fond l'homéostasie qui nous permet de revenir à une ligne de base est un mécanisme extraordinaire, cette inflammation qui nous permet de lutter contre des agressions diverses, eh bien on voit depuis longtemps qu'en fait les femmes expriment des niveaux d'immunoréactivité beaucoup plus importants que les hommes. Elles ont une cinétique de l'inflammation, un feedback de l'inflammation, un retour à la ligne de base qui est très différent, et en fait le pronostic dès lors de l'inflammation dans les affections aiguës qui sont principalement des infections est en fait connu depuis longtemps et une littérature abondante le souligne. Et c'est aussi vrai chez les enfants. Alors, nous avons publié dans Biology of Sex Difference une revue sur ce problème en montrant en fait qu'il y avait des différences importantes en fonction du fait qu'on se trouve devant une inflammation ou une infection aiguë, ce qui en fait se passe chez la majorité des personnes qui font soudainement dans leur vie, par exemple, une pneumonie, une pyélonéphrite, une infection, alors que c'était également différent, et nous allons le voir, dans les processus qui sont des affections chroniques, parce qu'il y a des inflammations chroniques aussi. Alors, quel que soit l'âge du patient, on voit que dans les phénomènes aigus, le pronostic est incroyablement plus mauvais chez l'homme, et ceci quel que soit l'âge, et je vais vous montrer ici 3 exemples. Le prématuré, sur un groupe de 54 000 patients, la pneumonie à membrane hyaline du préma qui n'a pas assez de surfactant est un bon exemple. Chez l'enfant en sepsis ou chez des adultes
au Bangladesh qui font la tuberculose, eh bien, on voit qu'on retrouve systématiquement ce pronostic mauvais chez l'homme. Donc ici, la membrane hyaline du prématuré, eh bien, on voit que les garçons contribuent incroyablement plus au décès et à la morbidité. Du côté du sepsis grave chez l'enfant, sur un groupe de plus de 1 500 000 enfants, eh bien, on voit que les garçons ont un pronostic bien plus péjoratif que celui des filles. Et dans la tuberculose, par exemple, ici au Bangladesh, sur plus de 7000 patients, on voit que le ratio pour les garçons est tout à fait préoccupant par rapport à celui des filles. Alors, ce n'est pas seulement vrai pour les infections respiratoires, on voit ça également pour l'admission en soins intensifs, quel que soit l'âge de la vie, les méningites bactériennes, par exemple. Donc, c'est très large et ce n'est pas seulement chez l'homme, mais c'est aussi chez l'animal, que ce soit chez la souris, chez le cheval. On voit qu'en fait, les mâles ont un beaucoup moins bon pronostic dans ces affections aiguës, qui sont quand même les plus fréquentes des affections que l'on voit en fait survenir chez les individus. Donc, en fait, le processus inflammatoire est différent dans sa cinétique et dans son processus chez les filles qui, finalement, s'en sortent mieux, qui reviennent plus rapidement à l'homéostasie. Par contre, dans les processus inflammatoires chroniques où l'interrupteur est en position on de manière permanente, eh bien, le retour à l'homéostasie est impossible. Et dans ce cas-là, comme les femmes ont un recrutement inflammatoire plus important, les dégâts collatéraux dans les organes sont plus importants et cela leur donne un pronostic moins bon. Cependant, ces affections-là sont beaucoup moins fréquentes. Ce sont souvent des affections ou des affections de civilisation, comme par exemple l'asthme qui est très répandu aujourd'hui, ou par exemple la mucoviscidose qui existe évidemment depuis très longtemps, mais dont le pronostic s'est considérablement amélioré. Alors, je vais vous montrer ceci donc dans les affections chroniques, où on voit là aussi, quel que soit l'âge, dans l'asthme grave par exemple, dans la bronchite chronique obstructive chez la femme, beaucoup de femmes fument maintenant, ou dans la mucoviscidose, combien le pronostic dans ce cas-là, inversement, est moins bon chez la femme. Alors, si on prend la mucoviscidose, c'était déjà connu depuis 1997 dans un très bel article dans l'American Journal of Epidemiology, Gender Gap in Cystic Fibrous Mortality, où Rosenfeld montrait sur une cohorte de 21 000 patients muco-américains que les filles avaient en fait malheureusement tendance à mourir 3 ans avant les garçons et avaient une morbimortalité beaucoup plus grave. Même chose pour l'asthme, où on sait que l'asthme grave représente en fait 5% des patients, quel que soit l'âge, mais sur ces 5%, il y a 5 fois plus de femmes. Et donc, en fait, encore une fois, dans cette inflammation gravissime de l'asthme grave, les femmes l'emportent largement sur les hommes. Et dans la bronchite chronique obstructive, qui est devenue une maladie très importante chez la femme, vu la tendance qu'elle a de fumer aujourd'hui de manière importante, eh bien, des grosses cohortes et des études multicentriques montrent en fait que la fonction respiratoire chez la femme est moins bonne, que l'évolution du poumon est beaucoup plus péjorative et qu'elle meurt beaucoup plus. Donc, en fait, dans les maladies aiguës, l'inflammation, en fait, est favorable aux filles qui vont s'en sortir mieux, tandis que dans les maladies chroniques, c'est l'inverse. Alors, question, comment, en fait, cela se traduit-il sur le plan des marqueurs de la clinique courante? Parce que finalement, en clinique courante, on utilise la CRP, la vitesse de sédimentation, le taux de neutrophile pour juger de l'importance d'une inflammation, en particulier à neutrophile, qui est une des inflammations les plus importantes. Et d'autre part, quels sont les déterminants de ces différences? Quand il y a des différences entre garçons et filles, on estime que c'est probablement les hormones qui jouent, mais évidemment, quand on voit que des enfants prématurés se comportent de cette manière, qui ont quand même des taux d'hormones extrêmement faible, on peut se demander si ce n'est pas davantage lié à un chromosome qui est très différent évidemment entre les hommes et les femmes, c'est-à-dire que les femmes en ont 2, les hommes en ont 1, c'est le chromosome X. Et donc je vais m'appesantir sur ce problème. Alors les marqueurs inflammatoires, on peut évidemment étudier les marqueurs dont je viens de vous parler, mais aussi les cytokines qui sont davantage utilisés et étudiés dans la recherche que dans la pratique quotidienne, bien entendu, les micro-RNA maintenant, dont je dirais un mot également. Alors nous avons voulu étudier chez des enfants prépubères dans 3 maladies particulières qui sont la pneumonie, la pyélonéphrite et la bronchiolite à RSV, les marqueurs inflammatoires. Et en fait, ces maladies ont la particularité pour la pyélonéphrite d'être dues à des bactéries, pour la pneumonie d'être due à des bactéries, des virus, d'autres pathogènes, pour la bronchiolite à RSV être due essentiellement
à un virus, mais qui suscite une inflammation à neutrophile. Alors, nous avons étudié en fait 482 enfants, 382 pneumonies, 39 pyélonéphrite et 59 bronchiolites, les patients étant appariés pour l'âge et le sexe. Et ce que nous voyons, eh bien, c'est que très clairement sur la cohorte globale, la vitesse de sédimentation, la CRP est beaucoup plus élevée chez les filles, le taux de neutrophile également. Et si on regarde ce qui se passe par pathologie, c'est vrai pour la pyélonéphrite, c'est vrai en particulier pour CRP et vitesse de sédimentation pour la pneumonie, parce que probablement les taux de neutrophile sont moins fréquemment élevés, étant donné qu'il y a aussi un grand mélange de pathogènes. Et pour la bronchiolite à RSV, qui est très peu inflammatoire sur le plan systémique, CRP et vitesse de sédimentation sont très basses, mais le taux de neutrophile est notoirement plus élevé chez la fille et la durée d'hospitalisation aussi. Donc, en fait, dans les maladies aiguës, les marqueurs inflammatoires sont significativement plus élevés chez les filles que chez les garçons. Alors, que se passe-t-il sur le plan maintenant de la clinique dans les maladies inflammatoires chroniques? Eh bien, on sait que, je vous l'ai dit, dans l'asthme sévère, il y a sur 5% de patients 5 fois plus de femmes. Dans la mucoviscidose, le pronostic est moins bon chez la fille, et même si les patients mucos vont mieux maintenant, il reste une différence. Et bien sûr, dans certaines maladies comme les maladies auto-immunes ou certaines d'entre elles, exemple du lupus, il y a 9 femmes pour un homme. Alors nous avons voulu étudier ça dans 3 maladies chez l'enfant, qui étaient d'une part l'asthme grave, la mucoviscidose et d'autre part une maladie qui donne lieu à une très grave inflammation qui est l'anémie à hématie falciforme, qui est donc cette anémie qui se traduit par une cristallisation de l'hémoglobine dans les vaisseaux, dans les globules rouges, avec obstruction des vaisseaux capillaires et des crises aiguës extraordinairement douloureuses et extrêmement inflammatoires. Eh bien, on voit qu'en fait, chez les patients asthmatiques en état de mal, pour revenir à la ligne de base clinique, les femmes ou les filles, les petites filles ici, utilisent beaucoup plus de cortisone, beaucoup plus d'aérosols de bêta-mimétiques et ont une durée d'hospitalisation et un taux de neutrophile plus élevé. Dans la mucoviscidose, dès l'âge de 2 ans déjà, il y a une différence très nette entre filles et garçons dans la fréquence des inflammations et des épisodes inflammatoires. Les neutrophiles sont déjà plus élevés en moyenne à l'âge de 5 ans et les petites filles se contaminent beaucoup plus par ce pathogène particulièrement grave dans le pronostic de la maladie qui est le pseudomonas. Et enfin, dans l'anémie à hématie falciforme, bien, le nombre de crises au diagnostic est déjà beaucoup plus élevé chez les filles. Le nombre de complications comme l'acute chest syndrome, syndrome thoracique, est plus élevé chez les filles et on voit qu'il y a une corrélation entre le nombre de crises et l'âge et d'autre part le nombre de crises et surtout l'âge d'hospitalisation, les nombres de jours d'hospitalisation et l'âge chez la fille et pas chez le garçon. Donc en fait, ce qu'on observe chez ces enfants, avec finalement une pathologie beaucoup plus grave chez la fille dans les pathologies chroniques, mais on l'observe dans la littérature, dans la bronchite chronique obstructive, qui est tout à fait plus grave, comme je vous l'ai déjà dit, chez les femmes que chez les hommes. Et donc on pourrait imaginer dans l'avenir un algorithme non seulement de diagnostic, mais surtout de traitement, qui pourrait être différent chez les hommes et les femmes, pour favoriser en quelque sorte l'évolution des hommes dans une pathologie aiguë et pour aider les femmes dans une pathologie chronique. Alors, nous avons étudié également les cytokines inflammatoires, en particulier l'interleukine 6, l'interleukine 1, le TNF-alpha, et contrairement à ce que nous pensions au départ, eh bien, on a en fait un taux de cytokine qui est plus élevé chez les garçons au début de la phase inflammatoire, avec une cinétique d'ailleurs très différente quand on stimule à l'endotoxine les deux sexes sur des cellules saines. On voit qu'il y a une cinétique très différente et probablement un phénomène de feedback différent. Alors pour le moment, c'est très difficile de comprendre pourquoi, mais peut-être aussi par une sensibilité différente de certains récepteurs. Alors, comment expliquer ces différences? Bien, sur le plan hormonal, bien sûr, on l'explique en général précisément par la présence d'œstrogènes, par la présence d'androgènes. Or, chez le très jeune enfant, les œstrogènes sont extrêmement bas. Et si on regarde les femmes au cours de leur vie sexuelle, une femme dans un cycle normal a des taux extrêmement variables d'hormones. Une
femme qui est sous contraceptif a des taux particulièrement bas ou plus élevés de certaines d'entre elles. Après la ménopause, bien entendu, les taux d'hormones changent complètement. Et si on fait une hyperstimulation pour une fertilisation in vitro, là encore, on a des taux très variables. Et cependant, sur le plan de la clinique, cette protection vis-à-vis de l'inflammation, elle reste constante en dehors, je dirais, de cette variation des hormones. Alors, c'est intéressant aussi de voir des souris knockout pour le gène SRY. Ce sont des souris qui n'ont pas ce gène qui est sur le chromosome Y et qui fait qu'on transforme un être de femelle en mâle. Vous savez que la tendance spontanée du fœtus, c'est d'aller vers la formation d'une femelle. Si vous n'avez une souris XY qui est knockout pour ce gène, eh bien, vous allez avoir, en fait, que vous ayez une souris XX ici ou une XY, vous allez avoir une femelle. Et donc, si on fait une ovariectomie chez ces deux souris, on se rend compte que leur comportement immunitaire et inflammatoire est très différent. Or, il ne reste en principe différent ici que sur la base du chromosome ou de la pondération des chromosomes X. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce chromosome X, il est en fait condensé pour le deuxième chromosome féminin, mais 15% des gènes restent exprimés et notamment des gènes de l'inflammation. Donc, il y a aussi un phénomène extrêmement intéressant, c'est la sélectivité de l'inhibition du gène au début après la fécondation de division cellulaire en division cellulaire, ça se fait un peu au hasard, mais après, en fait, on peut avoir une inhibition sélective plutôt du X du papa ou plutôt du X venant de la maman dans un fœtus fille. Et donc, on peut avoir, par exemple, au sein d'un foie ou d'un rein, une sélectivité de l'inhibition d'un chromosome plutôt que l'autre en fonction de l'intérêt d'avoir certains gènes qui seraient plus favorables venant du père ou de la mère. Et bien sûr, pour expliquer ces différences inflammatoires liées au chromosome X ou à la pondération de certains gènes, il y a toute une série de candidats, notamment dans les toll-like récepteurs, mais je ne vais pas m'étendre sur ce sujet qui est l'objet de très nombreuses recherches aujourd'hui, mais pour laquelle nous n'avons pas encore d'explication. Par contre, ce que je voudrais vous expliquer en quelques mots encore, c'est que nous avons essayé de démontrer d'une certaine manière que c'était bien la pondération en chromosome X qui jouait un rôle essentiel, et pour cela, nous avons utilisé des petits garçons et des petites filles prépubères dont les cellules étaient stimulées par l'endotoxine, mais nous avons pris un modèle qui est en fait des filles Turner, syndrome de Turner, qui sont en fait des filles phénotypiques, mais qui sur le plan génotypique n'ont qu'un seul X, elles sont comme des garçons. Et d'autre part, chose plus difficile à obtenir, et j'en remercie encore les gynécologues qui nous ont aidés à avoir aussi des syndromes de Klinefelter en nombre. Nous avons donc là un garçon phénotypique, mais en somme une fille génotypique puisqu'il y a deux X. Et en fait, nous avons démontré ce qui est important. D'abord qu'on confirme une élévation plus élevée chez les garçons que chez les filles des cytokines inflammatoires, ce qu'on voit dans la littérature, dans d'autres publications que les nôtres, mais également, nous avons pu montrer qu'il y avait, en fonction du nombre de chromosomes X, une influence très nette sur la réponse inflammatoire. Et comme vous pouvez le voir ici, entre garçons et filles, il y a une très nette élévation des taux de cytokines inflammatoires chez les garçons par rapport aux filles. Mais en fait, si on regarde ce qui se passe dans le syndrome de Turner, les Turner répondent comme des garçons et les Klinefelter répondent comme des filles. Et ceci a été répété dans plusieurs travaux qui viennent en quelque sorte montrer que la pondération en chromosome X pourrait en tout cas être un élément déterminant dans les gènes qui déterminent la réponse inflammatoire. Alors, pourquoi est-ce que génétiquement cela pourrait être survenu? Peut-être pour protéger la grossesse qui finalement souvent donne lieu à des fausses couches par infection montante. Il est intéressant de noter que les femmes qui ont ce type de réponse inflammatoire ont en fait finalement une vie beaucoup plus longue en moyenne que celle des hommes. Et il est intéressant de noter, et notamment dans les séries de centenaires mâles, qui sont en fait des exceptions finalement, que la réponse inflammatoire de ces centenaires ressemble assez fort à celle des femmes, et que donc il pourrait être des personnes cependant mâles, mais qui ont en fait des gènes qui sont assez semblables dans leur expression à celles qu'on observe, à ceux qu'on observe chez
les femmes. Alors, un dernier point, c'est que nous sommes pour le moment en train de travailler beaucoup sur les micro-RNA, parce que les micro-RNA, vous le savez, sont des petits RNA non codants, mais qui jouent un rôle immunorégulateur majeur. Il n'y en a pratiquement pas sur le chromosome Y, il y en a énormément sur le chromosome X. Et on a pu montrer notamment que ces micro-RNA qui jouent un rôle de régulation post-transcriptionnelle, eh bien, en fait, ils pouvaient être très différents en fonction, je dirais, du fait qu'ils sont pro-inflammatoires ou au contraire régulateurs de l'inflammation. Et par exemple, le MIR221 a un effet pro-inflammatoire, qu'on observe notamment dans la mucoviscidose. Et nous avons montré dans des éléments qui ne sont pas publiés encore que les filles ont en fait si vous voulez bien. Chez les garçons et qui est en fait, je vous téléphone. Si vous voulez, je vous téléphone ou vous préférez vous avec en fait Excusez-moi, Jean, je vais vous interrompre. Jean-Michel, on vous entend. Est-ce que Sarah peut muter Jean-Michel? Merci. Voilà, donc en fait, très brièvement, et je finis pratiquement, des données encore non publiées de notre laboratoire montrent donc qu'il existe une nette différence dans l'expression du MIR221 entre filles et garçons et qu'il y a une corrélation avec la production d'IL-1 bêta. Dès lors, en fait, on peut dire qu'il est aussi très important et intéressant d'étudier ce rôle micro-régulateur des micro-RNA, compte tenu notamment de leur présence en nombre sur le chromosome X et sur leur rôle dans les processus inflammatoires et immunitaires. En conclusion, les mâles ont une moins bonne réponse dans les affections aiguës. Dans les affections chroniques, ce sont plutôt les femelles qui ont un pronostic moins bon. Les hormones sexuelles, si elles jouent un rôle certainement dans l'inflammation et dans l'immunité, bien entendu, dans ce dossier de protection, seraient probablement plutôt à la marge par rapport au rôle du chromosome X, et notamment la pondération en chromosome X vient démontrer d'une certaine manière, ou vient en tout cas suggérer le rôle de ce chromosome dans le tableau de différence que nous observons ici. Dès lors, en take-home message, on peut dire que l'infection à Covid-19 a focalisé sur ce problème, mais qui est un problème extrêmement large, et que ces différences sont évidemment vraies dans la majorité des processus inflammatoires et constituent un élément absolument fascinant de recherche dans ce domaine, parce qu'il pourrait aussi conduire à un traitement différentiel de ces patients, et que de mieux comprendre les mécanismes qui sont à l'origine de ces différences me paraît être vraiment essentiel. Je voudrais par ailleurs remercier toutes les personnes avec lesquelles j'ai énormément travaillé et qui ont fait pour plusieurs leur thèse déjà dans le domaine, et bien sûr également la Fondation scientifique L'Hôpital des Enfants. Voilà, merci beaucoup. Merci, professeur Casimir. Alors, je vous laisse aussi quelques devoirs en suspens, puisqu'il y a des questions dans le chat pour vous, dans le Q&A, donc vous pourrez y répondre, mais cette fois par écrit, ou en tout cas, je pense que vous connaissez les confrères qui vous ont posé des questions.